Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. C'est tellement extraordinaire d'avoir un véritable personnage de roman, parce qu'il est très difficile de vous présenter. Alors si on vous présentez à la façon de la 4e de couverture, diplômé de Sciences Po, reporter de guerre, vous avez reçu le prix Albert Londres en 2012, c'est ça, je dis pas de bêtises. Comme reporter de guerre, vous avez couvert, je pense, à peu près l'essentiel des endroits compliqués du monde, avec quelques missions plus particulièrement difficiles ou douloureuses, entre d'ailleurs des missions qui vous amènent à suivre des armées régulières, ou bien des missions qui sont, totalement... vous traversez les frontières sans avoir de carte d'autorisation et vous suivez, comme lors du conflit en Syrie contre Bachar el-Assad. J'ai juste envie, avant qu'on plonge dans ce magnifique crépuscule des hommes, qui va nous amener à revivre les heures du procès de Nuremberg. Quand on est reporter de guerre, comment est-ce qu'on surmonte la peur et comment est-ce qu'on garde une foi en l'homme ? Bonsoir. On attaque direct par la face nord là. Alors on est sur un canapé rouge. On est sur un canapé rouge. Voilà. Un jour de tempête. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravi d'être là pour ma part. Et merci pour cette musique. J'ai entendu une allusion à Wagner. J'ai cru qu'on allait avoir le crépuscule des dieux. Et c'est pas le cas. Donc voilà. Merci pour cette musique. Effectivement, c'est un poème qu'on apprenait à l'école anglaise, Paul Tennyson. Oui. But to do and die, c'est un poème sur une charge de cavalerie absurde. Et donc, c'est drôle parce que du coup, c'est un peu la même. Ça répond indirectement à votre question. Ce poème absurde où il dit But to do and die, c'est-à-dire en gros, il faut pas se poser de questions et agir. Et en fait, ça paraît un peu idiot, mais le reportage de guerre, il y a peut-être des gens qui sont incroyablement courageux ou complètement barges. Moi, pour ma part. Ma solution, ça a été de mettre à l'écart la chose et de me dire, je fais mon truc, a priori je m'en sors, si je m'en sors pas, ma mère a 4 autres enfants, et on est 8 milliards sur Terre, et j'ai vraiment écarté la chose. Donc pendant les années où j'étais vraiment reporter de guerre, que je ne suis plus vraiment, il faut dire les choses honnêtement. D'ailleurs là j'ai une équipe en Ukraine en ce moment, et je suis un peu inquiet pour eux, et eux le sont vraiment. Mais moi, je l'ai été, si vous voulez, de 2005 à 2018-19, par là. Il ne faut pas trop réfléchir, quoi. Il faut juste se lancer, faire son affaire. On est très pris dans l'action. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est l'une des choses que raconte un peu mon livre, c'est que quand on est pris dans l'action, dans la granularité du quotidien, les difficultés, comment trouver de l'électricité, comment trouver du réseau téléphonique pour envoyer un article, ou bouffer, ou dormir, trouver un matelas sur lequel on n'est pas dévoré par les puces, parce que c'est dégoûtant, tout ça, quoi manger. En fait, l'aspect pratique des choses est très supérieur d'abord à la peur, et d'autre part, et ça les gens ne le savent pas mais je vous le dis, la difficulté d'écrire. C'est-à-dire que les gens disent « Oh là là, ça doit être très difficile d'écrire des articles ». En fait, non. C'est beaucoup plus difficile, je pense, d'être un bon journaliste sportif ou politique ou littéraire. C'est-à-dire d'écrire sur un sujet où il faut arriver à faire la différence par sa plume. Quand vous êtes reporter de guerre, en gros, si vous arrivez à être au bon endroit, dans les premiers, sans vous faire arrêter ni tuer, vous avez déjà fait 90% du travail. Et ce qui se passe sous vos yeux est généralement tellement extraordinaire, tellement fort, et les gens que vous croisez sont tellement extraordinaires que l'article, c'est presque un compte-rendu d'activité, quoi. C'est en fait très simple à écrire. C'était ça votre question, c'était sûr. C'était la première partie, il y a une deuxième partie. Comment est-ce qu'on garde foi en l'humanité ? Ah oui, là c'est complètement autre chose. Ça nous amène peut-être indirectement au livre. Oui. La réponse rapide, c'est on garde pas foi. Évidemment, quand on est confronté à vraiment des horreurs, on garde pas foi. Et peut-être moi, sans parler trop de ma biographie, mais il s'avère que les coïncidences de la vie font que le premier terrain de guerre que j'ai couvert, c'était le Soudan. Donc j'ai d'abord été en Haïti, c'était une révolution, c'était la crise. Mais ma première guerre, c'était le Darfour, et en 2005. Et le Darfour, c'était pas une guerre normale, c'était un génocide. Et une première guerre, toute proportion gardée, c'est un peu comme un premier amour. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous marque quand même à vie. Et donc moi, j'ai été marqué à vie par cette première vraie rencontre avec le conflit. Bon, après, vous l'avez dit, j'étais en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Ukraine, etc., au Liban, à Gaza, j'étais un peu partout. Mais la première fois que vous voyez la guerre,
Ça ressemble pas à ce que vous pensiez que ça ressemblait dans les livres, dans les films. Et en l'occurrence, dans une guerre, si violente soit-elle, il y a une dimension quand même rationnelle. Poutine veut que l'Ukraine fasse partie de la sphère russe, de l'Empire russe, et les Ukrainiens veulent être une démocratie autonome. Donc il y a deux groupes qui s'affrontent et ça fait une guerre. Dans un génocide, c'est pas rationnel. C'est-à-dire que l'une des deux parties au conflit est pris d'une forme, je sais pas comment dire, d'ivresse, quoi, de folie. Enfin, donc en fait, on n'est pas dans un théâtre de guerre normal, on est en fait dans un cauchemar éveillé. Et quand on est jeune journaliste, évidemment, c'est quelque chose de très frappant. C'est-à-dire, vous arrivez dans un village, tout le monde est tué, enfin, les maisons sont brûlées. Il n'y a pas de cadavres de femmes, ou alors elles ont été violées puis tuées, mais généralement elles ont été prises comme esclaves sexuelles. Donc c'est des cadavres d'hommes et d'enfants. Et les enfants sont tués, si vous voulez, à la baïonnette pour économiser des balles de Kalachnikov. Enfin, c'est une scène qui est que j'ai vue plein de fois de suite, si vous voulez. Et souvent, d'ailleurs, et parfois aussi des adultes, blessés pour mourir. Donc il y a un choix en plus délibéré de les faire souffrir. Et donc ça vous marque, ça s'inscrit un peu dans la rétine. Et évidemment, quand on est jeune journaliste, on a le sentiment qu'on va résoudre toute l'injustice du monde à grands coups d'articles. Et en fait, c'est pas le cas. Et donc c'est là où j'en viens à votre question, j'en viens à répondre. On peut être un peu désespéré ou désabusé face à l'impuissance qu'on ressent, face à l'injustice, la souffrance. Ou alors on peut placer sa foi dans ce que sont les meilleurs outils, les meilleures armes de la civilisation, de la démocratie, même j'allais dire de l'humanisme, face à une forme de barbarie. Et ça, tout simplement, ça s'appelle la justice internationale. Donc moi, très vite au Darfour, en 2004-2005, je me suis retrouvé à couvrir les efforts de la CPI, la Cour pénale internationale, qui n'était pas encore en train d'intervenir officiellement, mais qui enquêtait, qui parfois espionnait même. Moi, je les voyais venir. Je voyais les types qui n'étaient pas vraiment dans des ONG ou pas vraiment dans l'ONU. Et en fait, je voyais bien que, à leur manière de travailler, je comprenais tout de suite qu'ils étaient en train d'enquêter. Et par exemple, ils prenaient des photos, vous voyez, avec des appareils photos qui sont, on va y revenir avec Nuremberg après, qui sont des éléments de preuve. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas falsifier la date de la photo ni la géolocalisation. Et donc, quand une photo est prise d'un charnier à tel endroit, c'est un élément de preuve qui sera employable au tribunal après. Donc j'ai vu la CPI à l'œuvre, je les ai d'une certaine manière aidés quand je pouvais, j'ai écrit des articles sur eux et je place ma foi dans cette justice internationale parce que tout simplement c'est le seul outil dont dispose la civilisation, l'humanisme, face à la violence et à la barbarie. Et cette CPI, cette Cour pénale internationale, et même les principes plus larges qui animent l'intervention, l'aide humanitaire, notamment ce qu'on appelle le droit d'ingérence, c'est-à-dire le droit de considérer qu'une frontière n'est pas inviolable et qu'en cas de crime massif, les autres populations, les autres États et évidemment la communauté internationale, l'ONU, s'adjugent le droit de, entre guillemets, violer le tabou d'une frontière et d'intervenir dans un pays. Donc le droit d'ingérence et évidemment le droit d'intervenir, le droit militairement et le droit de juger, qui est incarné par la CPI, tout ça, ce sont des principes fondamentaux de notre civilisation, enfin de la géopolitique mondiale, mais même de la civilisation moderne, et ils sont nés à Nuremberg en 1945-1946. Pour répondre à votre question, j'y ai toujours cru, j'ai toujours pensé que c'était un élément d'espoir, j'ai toujours placé ma foi là-dedans, si on veut, et c'est une raison qui m'a fait m'y intéresser depuis toujours et y croire depuis toujours. Et si vous voulez, une petite anecdote à titre personnel, donc moi j'ai couvert plein de guerres, etc. Et mon meilleur ami s'appelait Rémi Hochlik, c'était vraiment mon tandem en photo. Vraiment, c'était un photographe extraordinaire. Et en Syrie, on a pris trop de risques, on a fait un peu les marioles. Et bon, bref, il s'est fait tuer, assassiné par le régime de Bachar el-Assad. J'étais révolté. J'en ai écrit un livre, d'ailleurs, mon premier roman, qui s'appelle L'Étoile des frontières. Mais bon, ça n'apporte pas grand-chose. Et il y a eu quand même une enquête lente, imparfaite, médiocre, comme toute justice humaine, parce que l'humain est humain, quoi, il n'est pas absolu. Et le mercredi 3 septembre dernier, soit 13 ans après l'assassinat de Rémi Hochlik, la justice française, mais en s'adjugeant d'un pouvoir international, en s'internationalisant, comme on dit, a inculpé Bachar el-Assad pour le meurtre de Rémi Hochlik. Et bon, vous travaillez dans le milieu littéraire, le même 3 septembre, dans l'après-midi, mon éditrice m'a appelé avec une voix très émue en me disant « Ton livre, qui est donc sur la justice internationale, est sélectionné pour le prix Goncourt ».
Donc c'était une journée émouvante le 3 septembre. Et on sait que vous êtes sélectionné dans pas mal de prix. On pourra y revenir si vous voulez à la fin de cet entretien. Quel a été... Alors, vous inscrivez l'écriture de ce texte, qui est un roman. C'est le choix d'un roman, pas d'un essai, hein, très clairement. Même si, sans aucun doute, vous avez dû arbitrer... Là, je reprends un passage qui met en scène un de vos héros, Kessel. Vous avez arbitré entre cette granularité du réel et puis le lyrisme de l'écrivain. Je crois que vous arbitrez d'une façon toute particulière là ici. Vous avez inscrit donc l'écriture de ce texte dans cette logique qui vous tient à cœur de l'exercice de la justice et de la justice internationale. Mais quel a été l'élément peut-être plus déclencheur, plus particulier, qui vous a amené à vous intéresser très précisément à ce procès de Nuremberg? Écoutez, il y a deux niveaux. Il y a un niveau plus global. Donc je vous ai dit, ce sujet m'intéresse depuis toujours, me tient à cœur depuis toujours. Et je trouvais que dans l'ambiance actuelle de résurgence d'un certain antisémitisme, de montée de ce qu'on pourrait appeler une forme de fascisme d'atmosphère, quoi, de mépris du droit international en Europe même, avec Poutine, avant même le 7 octobre et les combats à Gaza, parce que j'ai commencé avant, mais qui corrobore encore la chose. Et je me suis dit, on est quand même à une époque où c'est intéressant de remettre un peu les pendules à l'heure, de montrer ce que c'est que le contexte dans lequel s'est épanoui le fascisme, en l'occurrence le nazisme, et de montrer ce qui est décrit comme tel par le procureur Jackson, on va revenir à son rôle fondamental, le procureur général du procès, qui est décrit comme la victoire de la civilisation sur la barbarie et la victoire de la démocratie sur la dictature. Et il le décrit comme tel, il dit ce procès, il annonce, c'est son réquisitoire d'ouverture, le premier jour. Et je trouvais que c'était beau et intéressant, pertinent d'en parler. Et d'une certaine manière, hélas, j'allais dire, l'époque me donne un peu raison. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est en permanence dans un monde depuis quelques années, depuis je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, on sent poindre autour de nous, on le voit constamment à l'international, en France, partout. Un sentiment, je ne sais pas pour vous, mais moi je l'éprouve, un sentiment un peu d'effritement d'un ordre qu'on pensait acquis, qui est l'ordre, disons la paix post-Seconde Guerre mondiale. Et la morale aussi. La morale internationale, la morale politique, post-Seconde Guerre mondiale, on la voit s'effriter aujourd'hui. Enfin, on voit Elon Musk faire des saluts nazis. Enfin, on pourrait démultiplier les exemples, c'est pas le propos de la soirée. Mais donc ça, pour moi, c'était un motif. Même si je suis bien confiant que c'est pas un livre qui change le cours de l'histoire, mais je pense que s'il peut participer à un débat public, à une forme de prise de conscience, on parlait de... Donc le livre a été sélectionné pour le Goncourt, donc j'ai été du coup amené à faire le Goncourt des lycéens. Et c'est assez génial. J'ai passé 2 semaines, là, j'ai fini vendredi dernier, tous les jours, 300 élèves dans une ville, alors pas Bordeaux, et les Bordelais d'ailleurs sont venus en car à Toulouse, j'étais surpris, à vous de l'organiser l'année prochaine d'ailleurs. Mais bon, donc le Tour de France un peu. Et voilà, et c'est intéressant. Donc ça, c'est la première grande raison, si on veut. La deuxième raison, vous avez mis le doigt dessus, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, mais c'est Kessel. C'est Joseph Kessel. D'un point de vue pratico-pratique, j'adore Kessel, je le lis depuis toujours, je pense vraiment très bien son œuvre et son parcours individuel. J'ai contribué à un très gros podcast sur Kessel pour France Culture. Kessel donc, fait partie des grands journalistes de Nuremberg. C'est le procès du siècle, évidemment, vous le savez. Donc toutes les plus grandes plumes viennent à Nuremberg, dont Kessel. Et Kessel va écrire une série d'articles, alors que Taillandier, pour ne pas les nommer, la maison d'édition, a eu la bonne idée de recueillir en livre. Il s'appelle, je crois, Jugement dernier ou L'heure des châtiments, ou peut-être qu'ils l'ont fait 2 fois. Et parce que Kessel était au procès Pétain, au procès de Nuremberg, puis au procès Eichmann. Et donc Taillandier a eu la bonne idée de faire un recueil. Et sur le procès de Nuremberg, Kessel écrit des articles extraordinaires. Et notamment un article qui est fulgurant, vraiment fulgurant, qui est le jeudi 29 novembre dans l'après-midi. Si vous voulez, il faut rentrer un tout petit peu dans le détail du procès, mais en gros, le procès commence très mal. On va peut-être poser, je pense qu'on peut peut-être reposer le cadre général et puis ensuite rentrer dans quelques points de détail. Alors je vous pose le cadre et puis après je vous parlerai de Kessel. D'accord. Voilà. Donc le cadre général en 2 mots, donc les Alliés ont vaincu les nazis, il y a un débat pour savoir si on les juge ou pas, pour ou contre. Churchill veut en aligner 15 000 contre un mur et les fusiller. Donc il y a un débat à la conférence de Téhéran, puis à Yalta.
Contrairement aux idées reçues, Staline est assez vite pour un procès, mais ce sera un jeu de dupes. Parce que pour lui, un procès, c'est procès de Moscou. C'est 10 jours debout sur une estrade, agonie d'injures, et puis après, hop, on prend tout ce beau monde et on repart. Alors que là, en fait, il y a un jeu de dupes, parce que les Américains disent oui, mais en fait, leur idée, c'est de faire un fair trial, un procès juste, et c'est de faire ce que disait Jackson, procureur Jackson, qui est non pas faire un procès des vainqueurs militaires, non pas faire un procès de la revanche, de la vengeance, mais les démocraties qui jugent la dictature, les démocraties qui jugent le nazisme. Et il va obtenir gain de cause. C'est un grand génie du droit, Jackson. Roosevelt puis Truman lui ont demandé à titre personnel de se démettre de ses fonctions de juge à la Cour suprême des États-Unis pour se rétrograder dans la hiérarchie du droit et devenir procureur. Parce que dans le système accusatoire anglo-saxon, américain, c'est le procureur qui mène le procès. C'est pas comme en France, le juge d'instruction, c'est le procureur qui mène le procès. C'est à lui de prouver la culpabilité des accusés. Et les juges, en l'occurrence, sont un peu comme un jury. Ils sont là, ils arbitrent, ils assistent, et puis à la fin, ils disent coupable ou non coupable, comme dans les téléfilms. Et donc, voilà, le procès s'ouvre à Nuremberg pour plusieurs raisons. D'abord, les Américains veulent dominer le procès, évidemment, et donc c'est la zone d'occupation américaine. Deuxièmement, il y a évidemment une charge symbolique très très forte, puisque c'est le creuset idéologique du nazisme. C'est la ville des congrès du parti nazi, des congrès de Nuremberg annuels, et c'est aussi la ville des lois de Nuremberg, qui sont les grandes lois nazies de 1935, qui créent la discrimination antisémite, qui installent le nazisme politique. Et donc, voilà, c'est une charge symbolique très forte. Et aussi, accessoirement, la ville est totalement rasée, parce que c'est la ville des nazis, et puis aussi, c'est aussi la ville du Deuxième Reich. Il ne faut pas oublier que Hitler lui-même a choisi Nuremberg, car Nuremberg est la ville où a été créé le Reich allemand au Moyen-Âge. C'est là où siégeait la Diète, c'est le creuset en fait idéologique du nazisme, mais historique de l'Allemagne, tant qu'État. Et la ville a été rasée donc à dessein par les Américains et surtout par les Anglais, mais l'énorme palais de justice, mais gigantesque palais de justice, est en banlieue de la ville, et du coup il est largement épargné. Donc il y a un grand palais de justice et une énorme prison juste à côté. Et du coup c'est pour toutes ces raisons que les Américains poussent les autres à faire le procès là. Et le procès donc rassemble 24 accusés, qui sont les principaux chefs vivants du nazisme, quand on sait que Hitler, Himmler et Goebbels se sont suicidés. Donc il reste Göring, le numéro 2 bis, qui en fait était en très mauvais termes avec Hitler, qui a probablement été sauvé par les Alliés, c'est-à-dire qu'il y avait un escadron de SS qui était à sa poursuite pour le tuer. Mais donc il s'est livré très très vite aux Américains. Mais bon, en prison, il se remet en tant que leader, héritier du Troisième Reich. Il y a le vrai héritier qui est l'amiral Dönitz, à qui Hitler a légué les pleins pouvoirs à sa mort, et donc Dönitz se considère comme un chef d'État, le chef du Reich. Bon, ils sont 24, au final ils seront 21 à être jugés. Il y a les principaux ministres, le maréchal Keitel, chef de l'armée, les principaux amiraux, le Jodl, le principal général. Donc sur les 24, en fait, il y en a un qui va se suicider juste avant le procès, qui s'appelle Robert Ley. Il y en a un qui se débrouille à tort ou à raison avec des complicités pour avoir l'air très vieux et très malade, qui est M. Krupp, le milliardaire, le marchand de canons. Et il y en a un qui est in absentia, qui est Martin Bormann, qui est le bras droit d'Hitler. En fait, il est mort dans le bombardement, mais on ne le sait pas. Donc en pratique, ils sont 21. Ce qui, pour la petite histoire, rend le procès très très compliqué à raconter. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez 21 personnes. Le procès d'un Ernst Kaltenbrunner, chef de la Gestapo, bras droit d'Himmler, organisateur de la solution finale, n'est pas le même procès que celui d'un quasi-sous-fifre comme Hans Frichte, qui en fait est là. D'ailleurs, les autres sont très surpris, ils ne savent pas qui c'est. C'est un peu un nobody, quoi. Hein. Il est là parce qu'en gros, il ne fallait pas vexer Staline. Comme les nazis avaient très très peur d'être arrêtés par l'armée rouge, ils ont tous fait des centaines de kilomètres vers l'ouest pour se faire détenir par les Anglais ou les Américains au moment de la chute du Reich. Et du coup, Staline est un peu vexé parce qu'il a pas grand-chose à apporter dans la corbeille de la mariée. Donc pour pas le vexer, on rajoute Frichte, qui est pas grand monde. Et il a le vieux Raeder aussi, qui est un vieil amiral quasi à la retraite. Donc le procès est là, il est très compliqué à raconter parce qu'il est multiforme, et il est d'autant plus compliqué qu'il va durer 11 mois, qui n'était pas du tout prévu au programme. Et il va durer 11 mois parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est quadrilingue, donc tout prend plus de temps. Français, anglais, allemand et russe. Et deuxièmement parce qu'il y a 21 accusés et que Jackson, dans son grand idéalisme, a dit ça sera un grand procès et ça sera un procès juste. Et pour qu'il y ait un procès juste, il faut qu'il y ait des avocats de la défense et il faut que ce soit des bons avocats qui n'aient pas peur de parler. Et le problème, c'est que c'est des très bons avocats et ils vont très bien défendre leurs clients. Et au bout d'un moment, ils vont aussi comprendre que leurs clients, certains d'entre eux sont indéfendables.
ils sont pas idiots. Et du coup, ils se disent, mon rôle d'avocat de la défense, c'est de leur éviter la potence, ou du moins de délayer. Pour prendre une métaphore footballistique, ils vont jouer la montre. Ils vont faire des plaidoyers interminables. Et tout le printemps 46 va être un printemps interminable. Plus personne, les gens ne supportent plus le procès, si vous voulez, tellement le procès est long. Et voilà, donc ça c'est le procès. Ça donne le cadre général. Finalement, au bout d'un moment, ils court-circuitent un peu la défense. Et donc, fin des audiences le 1er septembre. Et les juges partent délibérer. Il y a 8 juges, mais il n'y en a que 4 qui votent, un par nation. Et les autres sont des suppléants. Problème, le délibéré en fait se passe très mal et du coup il va durer 1 mois le délibéré. Il s'étripe entre juges. Donc déjà le procès est interminable et le délibéré est interminable. Finalement les verdicts sont le 1er octobre, d'où la photo qui est en couverture du livre. Donc les journalistes, on va y revenir, très vite s'ennuient, surtout que beaucoup ne sont pas des chroniqueurs judiciaires, c'est des reporters de guerre, donc au bout d'un moment, ils sont ravis d'être là au début, et ils sont fascinés, puis très vite c'est très chiant, pour dire les choses prosaïquement, et du coup les stars repartent. Kessel, au bout de 10 jours, il est parti, John Dos Passos, au bout de 10 jours, il est parti, etc. Et ils reviennent quand ils savent qu'il va y avoir un grand événement, donc l'événement que tout le monde attend, début mars, la confrontation de Göring. Göring prend la parole pour la première fois. Là, tous les ténors de la profession reviennent voir Göring. Puis, évidemment, à la fin, pour le verdict, tout le monde revient. D'où la photo en couverture. Il y a 200 journalistes. Problème, il n'y a que 4 cabines de téléphone internationales. Et du coup, au moment du verdict de Göring, tous les journalistes sortent en sprintant pour annoncer le verdict. Et lui, là, qui s'appelle Wes Gallagher, il gagne. D'abord parce qu'il est en très bonne forme, il court vite, comme vous voyez, il est jeune et rapide. Et deuxièmement parce que sa femme, qui est aussi journaliste, est dans une des cabines de téléphone. Et elle a déjà ouvert la ligne avec New York. Parce que vous savez, à l'époque, il fallait appeler. Vous savez. Et pour la petite histoire, donc Wes Gallagher travaillait à Associated Press, la grande agence de presse américaine. Et moi, c'est là où j'étais, quand j'étais au Darfour, en Haïti, en Irak pas tellement, mais en Afghanistan, etc. J'ai travaillé 10 ans pour AP, c'est là que j'étais reporter de guerre, avant d'être à Paris Match. Et AP, donc Associated Press, quand vous arrivez dans les grands bureaux, au Caire, ou à Bagdad, ou à Kaboul, ou à Beyrouth, sur les murs, il y a toujours les grandes photos, enfin certaines des grandes photos, des grands prix Pulitzer, que vous connaissez d'ailleurs, vous savez, la fameuse photo des 2 Marines à Iwo Jima, qui plantent le drapeau, qui est d'ailleurs devenue une statue à Washington, ou alors la petite fille brûlée au napalm au Vietnam, qui est comme un pélican. Donc tout ça, c'est des photos d'AP. Et cette photo-là, donc moi, cette photo qui est en couverture du livre, je l'ai toujours connue quand j'arrivais dans le bureau à Kaboul ou à Bagdad. Le message subliminal étant, tu fais des grosses coupes, mais t'es pas le premier de la maison. Sois fier de ce que tu fais, mais souviens-toi qu'il y a aussi le mec qui a pris la photo d'Iwo Jima, il y a une 50aine de prix Pulitzer, etc. Donc ça, c'est le cadre du procès. Alors si on plonge maintenant justement dans les enjeux de ce procès. Vous avez évoqué la part importante américaine et la part non moins décisive, mais il va être mis à mal justement par Göring, mais aussi par ses adversaires internes au procès, la part de Jackson. Alors pour rentrer justement dans un des enjeux fondamentaux de Nuremberg, je crois qu'il faut s'intéresser à ce procès juste qui était demandé par Jackson, mais du coup à ce que chacun pouvait mettre en réalité derrière, en sachant que ce procès rassemblait, vous l'avez dit, 4 parties, rassemblait les soviétiques, donc un État qualifié de totalitaire, qui étaient des alliés de la dernière heure à la suite de l'opération Barbarossa, avec évidemment d'autres enjeux pour eux rompus comme ils l'étaient au procès stalinien et à une théâtralisation. Donc tout ça fait que progressivement se dégagent très bien dans votre texte les enjeux d'un procès qui s'interroge sur ce qui est jugé, sur la manière dont on doit éviter ou pas, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord, la vengeance, sur ce que représente juger quand on vient des États-Unis et qu'on n'a pas été occupé, qu'en plus on est les libérateurs, alors que les Français ou les Anglais ont vécu différemment, les Français par l'humiliation de l'occupation, les Anglais parce qu'il fallait tenir bon. Bref, il y a tout cet ensemble, cette collusion de représentation d'intérêts, avec aussi la représentation qui peut être celle d'hommes ou de femmes de lettres, et je pense à Elsa Triolet, qui arrive avec son regard justement très acéré, et bim bim bim, qui va faire voir autre chose que ce que Madeleine de franc-tireur peut voir. Et cette idée que si la justice relève d'une forme de théâtralisation, elle ne doit pas être nécessairement un spectacle, et pourtant elle l'est quand même, et quand on s'ennuie, c'est les fonctions, enfin bref, voilà. On est dans ce dédale-là avec vous, avec en plus la forme de rupture, de cassure que va représenter l'apparition de la guerre froide. Churchill disant un beau matin, oui, mais en fait les ennemis, ils sont là, les soviétiques, sauf que les soviétiques, ils sont là dans le procès avec les Américains, et on fait quoi? Voilà. Vaste problématique.
Si vous le voulez bien, Véronique, j'en profite pour ne pas répondre et répondre à la question d'avant sur Kessel. Parce que ça va nous amener à ça, en fait. Exactement. Et ça me permet aussi de répondre pourquoi j'ai fait un roman et non pas un livre d'histoire. Donc, c'est le procès Star, procès du siècle, etc. Tout le monde envoie ces grands journalistes. Et pour les Français, il y a notamment Kessel. Et on en parlait tout à l'heure. Donc, le jeudi 29 novembre, dans l'après-midi, se passe un événement absolument majeur pour l'histoire du procès et pour l'histoire du XXe siècle, tout bonnement, qui est que donc, le procès débute très mal. Jackson est un grand génie du droit, mais en fait, c'est pas un grand avocat et c'est pas un grand homme de salle d'audience. Et il a voulu ce procès, mais c'est un philosophe, si on veut, le procureur Jackson. C'est un homme de lettres, c'est un homme de papier. Il a voulu un procès de preuves irréfutables, paperassières, si on veut. Et au bout de quelques jours, tout de suite, le procès s'enlise dans quelque chose d'extraordinairement paperassier, d'extraordinairement procédurier, et pour dire les choses d'un peu ennuyeux. Les journalistes le ressentent tout de suite. Et vis-à-vis des nazis, c'est encore plus grave. C'est que eux, en fait, carrément, ça les fait rire. C'est-à-dire que c'est une justice qui est tellement petite bourgeoise, tellement timorée, tellement mesurée, tellement procédurière et tout ça, que eux qui sont quand même habitués à une forme de violence et de théâtralité autrement plus spectaculaire. Il faut se souvenir que 6 mois avant, il y avait le procès des assassins d'Hitler, avec le procureur qui insulte et qui crache sur les accusés et qui agite un croc-de-boucher en disant « vous allez être pendu là-dessus d'ici quelques jours », ce qui sera le cas. Donc si vous voulez, ils sont quand même habitués à une forme de violence, et ils commencent à se moquer du procès. Ils se moquent de Jackson. Il y a des images filmées de Göring qui se tourne vers son voisin de gauche, parce que les accusés ont toujours la même place dans le box des accusés en fonction de la hiérarchie que leur a allouée l'accusation anglo-américaine. Donc Göring à la place numéro 1, à sa gauche il y a Ribbentrop, après il y a Keitel, etc. Il y a des images filmées où on voit Göring et Ribbentrop qui pleurent de rire. Ils se foutent de la gueule excusez-moi mon français, mais ils se moquent, ils rient aux larmes tellement ils trouvent le procès ridicule. Et Jackson comprend que le procès lui échappe, et du coup dans l'après-midi du jeudi 29 novembre, on éteint la lumière. Il faut savoir que c'est toujours un procès, enfin la salle 600 est assez grande, mais les rideaux sont toujours tirés, et donc la salle est plongée dans le noir. Et la théâtralité de Nuremberg est très importante. Les juges ne sont pas au fond comme ils devraient l'être. Normalement, si vous voulez, les juges sont face au public, accusés à gauche, procureur à droite. Et là, en fait, les procureurs sont dos au public, les juges sont face aux accusés, et tout le fond, il y a un énorme écran de cinéma. Et c'est la projection du premier film preuve de l'histoire. C'est la première fois de l'histoire qu'un film est employé comme preuve. Et ce film, c'est quelque chose que vous connaissez, mais qu'à l'époque personne ne connaît, c'est la découverte de Buchenwald et de Dachau, et un peu de Bergen-Belsen par les Anglais. Et c'est un affidavit, c'est-à-dire qu'au début, il y a un texte écrit en disant « Moi, colonel untel, certifie que toutes ces images sont véridiques, elles ont été tournées entre tel et tel jour, sans aucune mise en scène, sans aucun montage. » C'est un élément de preuve. C'est pas un film hollywoodien, c'est un élément de preuve. Et il est projeté, et c'est la découverte par le monde entier, en gros, de ce que sont les camps de concentration. Et Kessel décrit la scène de façon extraordinaire, enfin vraiment avec toute sa verve, toute sa plume, et parce que il faut savoir une chose, c'est que Jackson, qui est un homme, comme je l'ai dit, très, très cultivé, est notamment un grand lecteur de Shakespeare, et en particulier d'Hamlet, acte 3, scène 2. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Hamlet est convaincu de la culpabilité des gens qui ont tué son père, et pour prouver cette culpabilité, il fait venir des acteurs à qui il fait jouer une pièce de théâtre qui raconte exactement leur crime. Et il missionne son meilleur ami d'espionner pendant la pièce le visage des suspects pour que les suspects trahissent sur leur visage leur culpabilité, pour prouver leur culpabilité par leur visage hagard face aux gens qui jouent leur crime. Et Jackson, du coup, dans cette salle totalement noire où on projette un film, a fait installer un fin liseré de lumière dans la bordure du box des accusés. Donc dans cette salle totalement noire, on voit le film et on voit rétroéclairé le visage de Göring, le visage de Kaltenbrunner, de Ribbentrop, de Keitel, de Jodl, de Frank. Et Ribbentrop est pris presque de vomi, Göring écarte les yeux comme une forme de déni, Hans Frank, qu'on appelle le boucher de la Pologne, qui a des centaines de milliers de morts à son actif, se met à pleurer des larmes de crocodile, etc., etc. Ils ont des réactions, certains étaient au courant, d'autres n'étaient pas au courant.
Et les mots de Kessel sont extraordinaires. Et il dit voilà, et dans cette salle plongée dans le noir, on voyait 2 rangées de spectres, l'une sur l'écran du cinéma et l'autre bien vivante, celle-là assise dans la salle et qui contemplait ses propres œuvres. Et il conclut en disant voilà. Et les plus effrayants des deux n'étaient pas les morts sur l'écran, ils étaient les vivants qui voyaient ce que l'homme est capable de faire à lui-même, quoi. Et il conclut en disant, et c'est ses mots exacts, en disant « Et nous autres qui dans la salle contemplions ce spectacle, savions que nous observions un spectacle unique dans la durée des hommes. » C'est vraiment un article extraordinaire. Voilà. Bon, je vous invite à le lire, c'est super. Une semaine plus tard, Lazarev, Paris Soir, lui dit « Bon, ben Coco ou Jeff, il faudrait encore un article. » Et on est un dimanche, il pleut, et je vous ai dit, le procès est lent, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et là, il a cette idée superbe, super idée, il va traîner ses guêtres près de la prison et il écrit un article absolument génial sur les accusés dans leur cellule, le dimanche, qui regardent la pluie tomber par les soupirails. Göring qui s'ennuie, Ribbentrop qui pense à sa stratégie de défense, Hans Frank qui s'est bruyamment converti au catholicisme, qui prie en demandant à Dieu d'absoudre ses péchés, Keitel qui dort en bon militaire, etc., etc. L'article est génial. Seul problème, c'est que la prison est farouchement gardée par les Américains qui ont très peur d'une émeute pro-nazie pour libérer les prisonniers. Donc c'est encerclé par des automitrailleuses et des chars, et vous approchez pas à moins de 300 mètres. Donc moi, je suis prof en école de journalisme. Il y a un gros problème avec l'article de Kessel. Il est totalement inventé. Et si vous êtes en école de journalisme, c'est 0 sur 20. C'est un problème. Et pour autant, il est génial. Et pourquoi est-ce qu'il est génial ? Parce qu'à un moment, Kessel, l'écrivain, a repris la main. La licence romanesque a repris la main sur le journaliste. Et donc, pour répondre, moi, je me suis dit, à ma modeste échelle, je vais faire la même chose. Qui suis-je pour écrire un livre d'histoire sur Nuremberg ? Il y a déjà eu Annette Vivorka qui a écrit un livre fondamental, Christian Delage, Sylvie Lindenberg qui est la grande spécialiste des images, qui a écrit un livre extraordinaire qui vient de sortir en poche, qui s'appelle La bataille des images. Et je fais une incise qui est la conseillère historique de mon documentaire, parce que le livre est aussi un documentaire qui sera sur Arte le 18 novembre pour les 80 ans du procès de Nuremberg. Et donc je me suis dit, je ne peux pas écrire en tant qu'historien. Par contre, je peux m'en emparer et écrire en tant que romancier, quoi. Et c'est ça que j'ai fait. Je me suis dit, en fait, ça permettra de raconter des choses extraordinairement complexes. C'est pour ça que j'ai voulu caser ma réponse avant de répondre à votre deuxième question. Extraordinairement complexes et subtiles et nuancées et ductiles, enfin mouvantes, qui est votre question d'après, qui est l'aspect à la fois géopolitique, lent, complexe, philosophique du procès, la justice, la vengeance, tout ça. Et sans en faire ni un traité de philo, ni un traité de droit, j'aurais été bien incapable, et sans en faire un livre d'histoire, j'aurais pas été à ma place, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un roman. Alors, cela étant, c'est pas un roman historique au sens d'Alexandre Dumas. Vous parliez d'Artagnan. Dumas dit, vous savez, l'histoire est un crochet sur lequel j'accroche mes romans. L'air de dire, le vrai chef-d'œuvre, c'est mon roman, hein, c'est pas l'histoire. Là, si vous voulez, donc Dumas, bon, il y a Louis XIII et Richelieu, et puis après, Bonacieux, même d'Artagnan, il invente, il raconte ce qu'il veut. Là, je tiens à le dire, tout dans ce livre est vrai. Tout est vrai. C'est pas un roman historique, il n'y a pas de fioriture, si vous voulez. C'est trop grave, en fait, pour raconter des fariboles, je trouvais, pour enjoliver. C'est une période trop cruciale. Ce que je disais aux élèves du concours des lycéens, c'est s'ils emploient une information qu'ils trouvent dans ce livre et qu'ils l'emploient dans la DST, ou un jour, quand ils seront en Hippocagne, qu'ils seront vos élèves, ça sera correct. Aucune information du livre n'est fausse. Tout est vrai. Tout est vrai. Tous les personnages sont réels, les personnages importants, les personnages secondaires aussi, les personnages qui surgissent, même une demi-page, sont réels. Et toutes leurs pensées sont réelles. Je ne me serais pas amusé à aller faire dire à Elsa Triolet quelque chose qu'elle n'a pas pensé. Et quand je dis penser, c'est que je sais qu'elle l'a pensé, parce qu'elle l'a écrit, soit dans une correspondance, soit dans un article. Donc les personnages sont réels, le moment où ils surgissent dans le livre est réel, et leur pensée est réelle. Et même parfois leurs paroles sont réelles. Quand John Dos Passos, au début du livre, dit « Oh là là, cette ville en ruine, ces maisons en ruine, on dirait de la dentelle sur un ciel bleu », en fait, si vous regardez l'article dans Time Life du 18 novembre, il dit « Like lace on a blue sky ». Donc en fait, et moi je suis journaliste, donc je suis bien placé pour le savoir, quand vous avez une formule qui sonne bien, généralement, c'est presque toujours, vous la testez à l'oral auprès de vos amis. Donc la probabilité que Dos Passos, avant de dire que la ville ressemblait à de la dentelle, l'ait dit à l'oral à ses potes, je la placerai à 99%, quoi. En tout cas, il l'a écrit pile ce jour-là, qui est le jour où je lui fais le dire. Et donc, ça pose la question, en quoi est-ce que c'est un roman, si tout est vrai ?
Et bien, alors après, on peut débattre de ce que c'est qu'un roman, mais normalement, un roman, ça veut dire œuvre d'imagination. Et pour moi, ça l'est. Et ça l'est pour une raison simple. C'est que imagination, ça peut vouloir dire, on imagine des martiens qui arrivent en soucoupe volante et qui prennent les nazis pour les exporter hors du système solaire. Bon, on peut dire ça. Mais si on prend quelque chose qui est entièrement vrai et qu'on fait l'effort de projection mentale, de se dire comment je vais le raconter, qui est-ce que je vais susciter à tel moment pour raconter, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, comment j'ai envie d'amener tel ou tel sentiment ou telle idée à surgir, à grossir. Cet effort-là de construction mentale, de projection mentale, en fait, c'est un effort d'imagination. C'est de l'imagination. Donc en fait, construire un roman, imaginer son histoire, imaginer comment vous allez la recevoir, la ressentir, comment je vais vous piéger, comment je vais vous amener à penser telle ou telle chose, ou au contraire, vous cueillir à un moment dans une émotion que moi-même j'ai pu ressentir. Avec Ernst Michel, on parlera peut-être de lui, ou des choses comme ça. Ça, ce travail-là de mise en musique, si on veut, puisqu'on écoutait de la musique tout à l'heure, c'est un travail d'imagination, donc c'est un travail romanesque. Pour filer la métaphore de la musique, tous ces êtres réels, Kessel, Ehrenburg, Elsa Triolet, les nazis, enfin que sais-je, si vous voulez, c'est un peu comme les touches blanches ou les touches noires d'un piano. Ils existent avant que je sois né, et ils existeront toujours après que je sois mort. Et leur pensée à cet instant T, à l'instant du procès en 45-46, c'est comme une note. C'est un La, c'est un Do. Et ils existent indépendamment de moi, en fait. Mais l'ordre dans lequel je les convoque, le rythme dans lequel je les convoque, ça compose une mélodie. Et en fait, les touches du piano, c'est pas les miennes. Mais par contre, leur agencement, c'est un roman. Voilà. C'est ça la démarche que j'ai voulu faire pour faire ce livre. D'autant que vous avez choisi la diffraction des points de vue, une sorte de subjectivité permanente, comme un réalisateur qui tourne avec une... Enfin, moi, ça m'a fait penser à certains films, avec une caméra subjective. Et en croisant tout ça, avec un fil rouge qui intervient régulièrement, qui est Ray, on va pouvoir en parler, Ray et Margarethe l'interprètent, deux personnages qui, eux aussi... alors, sont des personnages beaucoup plus secondaires, mais qui ont existé et qui nous servent, justement. Cette diffraction justement des points de vue, elle était absolument nécessaire pour garder l'entrelacement entre la fiction et puis l'aspect quand même historique du texte. Oui, pour moi c'était une évidence dès le début, c'est que je voulais pas avoir un narrateur omniscient. Je voulais pas avoir ce qu'on appelle la voix de Dieu. Donc je voulais pas quelqu'un qui puisse le Deus ex machina. Oui, qui puisse traverser les murs. Je voulais pas quelqu'un qui puisse aller en flash forward ou en flashback. Enfin en flashback pourquoi pas, mais c'est pas un livre sur le journalisme, mais les héros du livre sont presque tous des reporters. Et je voulais que les lecteurs ressentent ce que c'est que de vivre face à un événement qui se déroule. Si vous avez un narrateur qui dit « ils ont passé 11 mois là », c'est plié. Si vous êtes là et que vous êtes dans les souliers d'un tel ou d'une telle et que disant oh, « zut, ça dure beaucoup plus longtemps que prévu » ou « zut, les nazis vont s'en tirer, ils vont même pas ils vont être acquittés parce qu'ils se défendent tellement bien ». Enfin, si vous êtes dans le suspense, si vous voulez, de l'action telle qu'elle s'est réellement déroulée au jour le jour, vous êtes immergé. C'est très différent de s'il y a cette espèce de voix toute puissante qui sait tout. Donc ça, vous avez absolument raison. Mais ça, j'ai tout de suite su. Après, il y a autre chose qui m'est apparu et que vous avez souligné, et ça, j'y avais pas pensé avant, alors que pourtant, je suis réalisateur de documentaires, donc je m'en sers très souvent, c'est ce qu'on appelle le regard subjectif. Donc vous savez, sans faire un cours de cinéma, il y a le regard caméra, c'est quand le personnage regarde dans la caméra, et du coup, vous, spectateur, il vous regarde dans les yeux. Et à l'inverse, il y a l'exact opposé, qui est la caméra subjective. La caméra subjective, c'est, vous savez, quand la caméra bouge un peu, qu'elle avance, et vous, spectateur, mentalement, votre cerveau recrée la scène qu'il voit, et c'est comme si vous-même, vous étiez en train de vous promener à l'endroit où se promène la caméra. Ça s'appelle une caméra subjective. Le terme chic, c'est une caméra stylo. D'accord ? On écrit avec la caméra, c'est ça l'idée. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai beaucoup enquêté pour faire ce livre, j'ai lu tous les historiens, j'ai surtout lu tous les témoignages. Et je me suis beaucoup imprégné du témoignage de John Dos Passos, qui est admirablement écrit. Et aussi, je suis désolé, je fais encore une parenthèse, mais je suis obligé de le faire pour que vous compreniez. Parmi les grands héros du livre, il y a un type qui s'appelle Didier Lazare, qui n'est pas très connu, mais qui était un vieux monsieur, qui était mon prof à Sciences Po. Donc je l'ai très bien connu. Et donc, moi, j'étais pas très bon élève à Sciences Po. D'ailleurs, j'ai fait une hypocagne, mais j'ai pas fait de cagne, parce que j'étais pas du tout assez bon pour aller en cagne. Donc voilà. Et puis à Sciences Po, j'étais un peu tir au flanc, mais j'ai découvert qu'il y avait cette bourse qui permettait d'aller en voyage, faire des aventures. Donc j'ai eu une bourse, j'étais très bien payé pour traverser le Sahara à dos de chameau. Je me prenais pour Laurence d'Arabie, j'étais très heureux. Un mélange de Corto Maltese et de Laurence d'Arabie.
Quand je suis revenu, j'ai fait un petit rapport vite fait mal fait. Puis on m'a dit, tu sais, donc la bourse était donnée par, ça s'appelait la bourse Max Lazare. Et Didier Lazare, le fils de Max Lazare, distribuait la bourse. On m'a dit, il est vieux, il est veuf, il n'a pas d'enfant, il est un peu seul. Ça se fait d'aller déjeuner chez lui 1 ou 2 fois pour le remercier. Et donc c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'en fait, je ne suis pas allé 1 ou 2 fois, je suis allé 10 fois, 20 fois, je sais pas. Parce qu'il était extrêmement sympa, extrêmement intéressant. Et donc lui, jeune journaliste, enfin jeune soldat, s'était débrouillé pour devenir journaliste et s'était retrouvé à Nuremberg. Et donc lui me racontait plein de choses qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire et ce qu'on appelle l'histoire orale, qui vient nourrir, plein d'anecdotes qui viennent nourrir ce livre. Et notamment une des anecdotes que je trouve très marrantes et très, très réelles de ce que c'est que le journalisme et qui en plus se passe au début du procès, donc c'est l'une des scènes d'ouverture du livre. Donc lui il se retrouve là, dans Nuremberg, la ville est très dangereuse, très nazie. Il y a des orphelins ou des Hitlerjugend partout. Les enfants caillassent les passants. Les gens marquent des croix gammées à la craie sur les murs. Et donc il n'est pas très à l'aise. En plus, il est juif. Et bon, il n'est pas très à l'aise dans cette ville. Et il croise un Américain plutôt sympa avec une belle voiture et un chauffeur et un garde du corps. Ça veut dire que c'est un journaliste vraiment important pour que l'armée lui ait filé un chauffeur et un garde du corps. Mais qui ne parle pas allemand, alors que Didier parlait allemand. Et du coup, ils font ce que font tous les jours. Ce que j'ai fait 20 fois en Irak, 20 fois en Afghanistan, au Liban, à Gaza, plein d'endroits. C'est vous faites équipe. Surtout quand vous n'êtes pas concurrent. Quand je travaillais à Paris Match, je ne faisais pas équipe avec quelqu'un du Point ou de l'Express ou du Nouvel Obs, parce que c'est des hebdomadaires. Mais par contre, quelqu'un de, je sais pas, France Inter ou d'une radio, par exemple, ou à plus forte raison un étranger, bah, c'est parfait. Il n'y a pas de concurrence. Donc même si vous êtes tenté de faire la même histoire, elles ne vont pas se faire de l'ombre l'une l'autre. Et donc lui il fait équipe avec ce type, il passe la journée avec, et puis le type est très sympa, et puis alors il dit ah bon, et t'as fait quoi? Ah ouais, t'as couvert la guerre d'Espagne, waouh. Ah bon, tu connais Hemingway? Oui, je connais Hemingway. Donc puis à la fin de la journée il dit mais tu t'appelles comment? Alors l'autre dit bah John Dos Passos, et Didier Lazare n'a pas la moindre idée de qui est John Dos Passos, qui est l'écrivain le plus connu des États-Unis à l'heure actuelle, mais lui bon bah c'est un jeune franchouillard, en plus il a passé 4 ans en cavale de la Gestapo, il sait pas qui est John Dos Passos. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup lu Dos Passos. Et Dos Passos, que j'ai un peu découvert grâce à mon enquête pour ce livre, je ne connaissais pas si bien. Et Dos Passos est l'inventeur d'un terme dans les années 30 qu'il appelle, donc non pas la caméra stylo, mais tenez-vous bien, le stylo caméra. Et Dos Passos écrivait avec un style qui est ce style de caméra subjective. Et au début, je traduisais ces textes, et puis à force de les traduire, je me suis dit, mais en fait, c'est génial, ça correspond exactement à ce que je veux faire. C'est-à-dire que c'est de la littérature, mais c'est très proche du journalisme. Et une fois que tu commences à écrire comme ça t'impose un carcan qui est celui de ne jamais pouvoir te permettre la position de narrateur omniscient, puisque un narrateur omniscient, c'est quelqu'un qui pourrait sauter au-dessus du mur, revenir en arrière, revenir en avant. Alors que si tu es dans les pattes de quelqu'un, tu peux pas. Et du coup, effectivement, j'ai écrit mon livre dans cette succession de points de vue de journalistes qui sont toujours dans l'imperfection de ce qu'ils savent, et aussi, ça revient à votre question tout à l'heure à laquelle j'ai pas répondu, mais dans l'imperfection de leur propre jugement, de leur propre subjectivité. Et c'est aussi ce dont parle le livre, c'est qu'un reporter ou même un témoin tout court ne regarde jamais un événement de manière totalement neutre, et à plus forte raison quand c'est quand même des nazis qu'on est en train de juger. Didier Lazare, qui était en cavale de la Gestapo pendant 4 ans, ou Madeleine Jacob, très grande, la plus grande chroniqueuse judiciaire française probablement de l'époque, qui est là pour Franc-Tireur, le grand journal de la résistance, qui était dans la FTP, donc résistance communiste et juive en cavale. Comment vous voulez qu'elle raconte avec la neutralité proprette, bien pensante, si on veut, des anglo-saxons? Vous le disiez vous-même, les anglo-saxons. Évidemment, les journalistes soviétiques, il y a le côté soviétique et tout, mais c'est quand même le pays des 10 millions de morts. Leurs villes ont été rasées, leurs villages ont été rasés. Il y a 10 millions de morts en Russie à ce moment-là. Donc, en plus de l'idéologie, ils regardent les Américains en disant « Vous êtes gentils, là, avec votre petit jugement fair play. Si vous avez le moindre doute, on va peut-être pas mettre 1 an à les juger. Venez chez nous, venez voir à quoi ressemble Lviv, Kharkiv, Stalingrad. » Eux, ils sont là pour faire juger Barbarossa, l'opération Barbarossa. Voilà. Ah, c'est clair. Mais c'est pas rien plus politique. De ce point de vue-là, les Russes, les Français font corps, parce que les alliés qui ont été occupés par les nazis, qui ont subi les rafles de la Gestapo, n'ont pas le même rapport à la guerre et aux nazis que les anglo-saxons, quel que soit leur courage et leur engagement par ailleurs. Et même s'ils ont subi le Blitz à Londres, c'est pas la même chose. Il y a 2 témoignages, vous faisiez allusion aux témoignages, et il y a 2 témoignages très importants dans ce texte. Le témoignage, d'abord dans le cadre du procès lui-même, dans la salle d'audience, celui de la grande résistante Marie-Claude Vaillant-Couturier,
Et l'autre témoignage important, il aurait dû témoigner, d'ailleurs le procureur russe songeait à le faire témoigner, celui de Ernst Michel. C'est la question juive qui arrive là au milieu, justement. Il ne témoignera pas, mais il va témoigner dans le cercle amical qui l'entoure, et son histoire va s'étaler, notamment dans un quotidien américain très, très réputé. J'aimerais bien qu'on revienne justement sur l'importance, parce qu'il me semble qu'on est vraiment à un autre moment clé de votre texte, avec cette voix qu'installe Marie-Claude Vaillant-Couturier dans le cadre du procès, et puis cette voix un peu off, mais qui va gagner de plus en plus, celle de Ernst Michel, et qui nous ramène, alors vous allez me permettre de faire une petite digression aussi à ma manière, parce que je pense que la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Ce sont les premiers qualificatifs employés par Jackson. La question du génocide, la question du qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité, et là tout à coup avec ces témoignages, on se confronte vraiment au dur du procès, si j'ose dire. Vous soulevez beaucoup de points, donc je vais répondre aux trois séparément. Alors d'abord, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Oui, c'est un moment fondamental, je pense, du procès, surtout pour nous Français, mais même tout court. Pour la petite histoire, elle est journaliste avant-guerre, et elle a fait des reportages en Allemagne, elle a dénoncé la montée du hitlérisme, pour Vogue et pour différents journaux. Mais évidemment, quand elle vient témoigner le 28 janvier 1946, donc un an jour pour jour d'ailleurs après la libération d'Auschwitz, elle vient en tant que déportée. Elle est convoquée par les Français d'ailleurs, parce que les procureurs se sont répartis un peu les rôles, et donc ce qu'on appelle les crimes de l'Est, c'est les Russes, les crimes de l'Ouest, c'est les Français, les crimes en mer, c'est les Anglais, et tout le reste, c'est les Américains. Et elle est convoquée. D'une certaine manière, elle est en porte-à-faux avec la stratégie de Jackson, mais qui a quand même déjà, qui est un peu usée, qui est celle de tout faire avec des preuves papier. Et les Français, qui sont peut-être plus latins, plus émotifs, ils veulent que des êtres de chair et de sang témoignent dans la salle du procès. C'est important pour eux. Et c'est d'autant plus important, si vous voulez, que jusqu'à présent, les témoins à Nuremberg, il y a 97 témoins en un an, c'est pas énorme. La très vaste majorité, j'ai envie de dire les 3/4, en fait, c'est des nazis. C'est des SS qui viennent dire oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc les victimes n'ont pas leur place à Nuremberg. D'ailleurs, c'est un des grands reproches qu'on a fait à Nuremberg, que fait notamment Annette Vivorka. Les victimes n'ont pas ou peu leur place à Nuremberg. Et la première victime du nazisme à surgir dans ce procès, et la première française à surgir dans ce procès, et accessoirement, et c'est pas rien, la première femme à surgir dans ce procès, c'est Marie-Claude Vaillant-Couturier, le 28 janvier. Et c'est une victime, mais si vous voulez, elle arrive, elle est belle comme le jour, elle était rasée, mais ses cheveux ont repoussé. Elle vient d'être élue députée à l'Assemblée nationale, c'est le vote des femmes 6 mois avant, fait par De Gaulle. Et elle arrive avec sa Légion d'honneur remise. Enfin, si vous voulez, elle a vraiment, vraiment de la gueule, quoi. Et elle arrive et elle témoigne. Son témoignage est bouleversant. Vous le connaissez sans doute parce que le procès a été très très mal filmé, mais il y a quand même il était filmé une vingtaine de minutes par jour. Et là, ce jour-là, ils ne se sont pas ratés. C'est-à-dire, ils ont quand même compris que c'était un moment important. Et donc, la plupart de son témoignage, pas tout, mais la plupart de son témoignage est filmé. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, enfin, si vous avez envie de le voir, vous le verrez dans mon documentaire, parce on voit ce passage d'archives in extenso. Et c'est très frappant, parce qu'elle parle avec une voix presque un peu comme une forme d'hypnose. Elle parle un peu comme si elle récitait son propre cauchemar. Elle scande presque. Elle a une voix très élégante. Donc elle est communiste, mais d'éducation, elle vient d'une famille très chicose. Et elle parle avec une voix comme ça, assez chicose, assez mondaine presque, mais avec un ton un peu comme sous hypnose. Et elle décrit des scènes abominables. En fait, elle décrit Auschwitz. Auschwitz n'est pas connu. Les camps de concentration de l'Ouest étaient connus puisqu'ils ont été libérés par les Américains et les Anglais. Et ils ont été projetés à Nuremberg le 29 novembre, je vous l'ai dit. Mais les camps de l'Est sont libérés par les Soviétiques. Et il n'y a pas encore eu d'image. Et les Soviétiques n'ont pas encore eu leur part du procès en janvier. Et donc, son témoignage est le surgissement des camps de l'Est. Donc le seul qui peut parler dans le procès, c'est le président. Jackson, pour être malin, pour pas donner l'impression que c'était entièrement un procès américain, a botté un peu en touche. Et donc la présidence du tribunal, c'est Sir Geoffrey Lawrence, qui est un Anglais, très bon juge, personnage très considérable. C'est le deuxième personnage du royaume d'Angleterre, après le roi. C'est le Lord Chancellor d'Angleterre. Et il interrompt son procès. Elle témoigne, elle décrit l'horreur de ce qu'elle a vu à Auschwitz. Enfin, elle décrit, elle décrit les enfants jetés vivants dans les fosses où brûlent leurs parents. Enfin, elle décrit des scènes, les rats qui mangent les cadavres, les gens vivants et les cadavres en même temps. Enfin,
Et le juge l'interrompt en disant « Écoutez, ça fait 3 mois qu'on écoute des horreurs, merci beaucoup. » Poliment, mais sèchement. Et là, c'est le procureur français qui sort un peu de ses gonds, Champetier-de-Ribes, et qui n'a pas le droit à la parole, puisque c'est le témoin qui parle seul. Et là, il se lève, et il rentre dans les plumes du juge, il dit « Non, attendez, votre honneur, monsieur le juge, monsieur le président, non. Vous, ça fait 3 mois qu'on parle de ce qu'on appelle des camps de concentration. Vous avez bien compris ce que c'était qu'un camp de concentration. Cette dame-là, elle est en train de vous parler de quelque chose de totalement différent, que personne n'avait compris jusqu'aujourd'hui. C'est un camp où on va, pour mourir, on meurt en descendant du train. Ça s'appelle un camp d'extermination. Et il introduit, et c'est Champetier-de-Ribes, donc en fait c'est le vrai surgissement de ce qu'on appellera un jour la Shoah, à ce moment-là dans le procès. Donc c'est quand même un tournant fondamental. C'est vraiment un tournant fondamental. Après, effectivement, donc il y a Ernst Michel. Certaines personnes ont fait le reproche, aux Français notamment. Alors il y a eu 2 reproches. Il y a eu un, les Américains n'étaient pas du tout contents que ce soit une communiste qui vienne parler d'Auschwitz. Ils trouvaient qu'il donnait le beau rôle à la gauche, aux soviétiques. Non, mais c'était très important pour les Américains. Et puis, pas Jackson, mais dans l'entourage de Jackson, certaines personnes ont quand même été un peu amères que ce ne soit pas un juif, un survivant juif, qui vienne raconter la spécificité juive des crimes contre l'humanité commis par les nazis. Et ça c'est un débat, c'est une faille du procès de Nuremberg, et c'est une faille non résolue. C'est-à-dire que le débat persiste. Il y a un débat qui à une époque a été assez virulent, même féroce, par exemple entre Annette Vivorca et Christian Delage. Je ne m'aventurerai pas dans ce débat, parce que déjà il est très technique, et Dezio, les grands historiens s'entendent pas, donc c'est pas moi qui vais trancher. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fait le procès est tellement lent, tellement grand, tellement massif. Il y a 20 000 pages de minutes du procès, et il y a 20 000 pages d'annexes, donc 40 000 pages. Si vous voulez, on peut dire que la dimension juive des crimes nazis est sous-représentée, et d'une certaine manière, on aura certainement raison. On peut aussi dire qu'elle est représentée, et on peut trouver des dizaines et des dizaines d'occurrences dans les verbatims pour le prouver. Donc, je ne trancherai pas cette question-là, et ce ne serait pas ma place. Je pense qu'en fait, le procès est trop multiforme pour avoir une réponse très arrêtée sur cette question-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est le cas d'Ernst Michel. Donc, Ernst Michel, c'est un des héros de mon livre. C'est un personnage extraordinaire. Et pour ne rien vous cacher, je suis en train de préparer sa biographie avec son épouse, sa veuve, qui est une vieille dame qui vit à New York, qui sera mon prochain livre, sous forme de BD d'ailleurs, de roman graphique. Donc Ernst Michel, il a 15 ans, il vient d'avoir 16 ans, il est juif, allemand de Mayence, et il est arrêté par la Gestapo début de l'automne 1939, dès le début de la guerre avec la France. Et il est déporté en camp de concentration, un camp de concentration, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Chaque camp est pire que le précédent. Et le 6e, c'est Auschwitz. Et c'est l'hiver 43, il arrive à Auschwitz. Et il va survivre à l'horreur absolue. Il y a un nazi, il y a un SS qui lui fracasse le crâne à coups de crosse. Il va survivre, c'est inimaginable. Tous ses amis meurent autour de lui. Il finit brancardier de Mengele dans les services expérimentaux de Mengele. C'est vraiment le dernier cercle du dernier cercle de l'horreur. On ne peut pas imaginer. Il survit à tout, il survit aussi aux marches de la mort. Quand les Russes arrivent, il est tout content, il entend les bombardements. Et en fait, non, il croit qu'il va être libéré, pas du tout. Marche de la mort jusqu'à Buchenwald, ils partent à 100 000, ils arrivent à 30. Je crois, je ne vais pas me tromper dans les chiffres, mais je crois que c'est 60% de morts, ils arrivent à 40 000. Buchenwald, la famine, l'épidémie généralisée de typhus, la famine absolue, le cannibalisme dans Buchenwald parmi les survivants. La deuxième marche de la mort de Buchenwald, qui cette fois c'est pour fuir les canons qui approchent des Américains. Et là, il marche dans la forêt, il comprend que les SS vont en fait tuer tout le monde à coups de... Et il s'échappe. Bon bref, je vous la fais brève, il retourne chez lui, il reconnaît même pas la rue, Mayence est totalement rasée, sa maison est totalement rasée, il finit par comprendre que ses propres parents sont morts à quelques dizaines de mètres de lui à Auschwitz sans qu'il le sache. Bon, il a rien. En plus, il est quand même déscolarisé depuis ses 12 ans, puisque... Avant même la déportation, il a subi donc les fameuses lois de Nuremberg, donc il est déscolarisé. Bon, ouais, vous imaginez le désarroi mais bon, il a une force de vie extraordinaire, il est très intelligent. Les Américains le prennent sous son aile, et bon an mal an, il se retrouve journaliste à Nuremberg. Je fais une toute petite parenthèse, c'est intéressant quand même. Jackson très vite comprend que l'un des objectifs du procès, qui n'a pas été verbalisé au tout début, mais qui est fondamental, ça va être la dénazification de l'Allemagne. C'est-à-dire que
Jackson, dès le début, dit l'enjeu n'est pas de juger les 21 vieux nazis qui regrettent plus ou moins, qui sont moches, méchants, enfin tout ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est la mise en récit du procès. C'est le fait de raconter au monde qu'on les a jugés et bien jugés, qu'on les a jugés de manière juste, qu'ils ont été condamnés. Ça, Jackson le comprend tout de suite et les autres sont d'accord. Mais Jackson comprend aussi très vite qu'il faut que le procès serve à dénazifier l'Allemagne, que la population allemande est massivement nazie et s'est fait laver le cerveau pendant une quinzaine d'années, 12 ans, et même plus avant le Reich, et qu'il va falloir leur montrer l'abomination des crimes nazis, de l'idéologie nazie. Les Américains ont fermé tous les médias allemands, nazis, mais ils en créent des nouveaux. Le problème, c'est qu'il faut des gens pour écrire là-dedans, et qui écrivent en allemand. Et le problème, c'est que tous les journalistes allemands sont compromis avec l'hitlérisme. Donc il y a des exilés qui reviennent. Par exemple, il y a la fameuse Erika Mann, la fille de Thomas Mann, mais qui est une femme incroyable, qui est la première à avoir été déchue de sa nationalité par Hitler en personne dès 1933-1934. Elle avait un cabaret qui s'appelait le Moulin à Poivre, et elle se moquait des nazis à longueur de temps. Elle a été déchue de sa nationalité, c'est la fille du prix Nobel de littérature. Mais le problème, c'est que pas mal de ces exilés qui reviennent sont très très féroces en fait avec les Allemands et avec les quelques journalistes allemands qui sont là. Bon, c'est compliqué, on manque de gens. Et donc les Américains ont cette idée, ils se disent Ernst Michel, survivant d'Auschwitz, aucun risque de compromission avec le nazisme, et ils l'envoient là. Et Ernst a des pages absolument bouleversantes. Quand il arrive, il décrit, parce que c'est grand la salle 600 du palais de justice, mais c'est pas si grand. Si vous voulez, c'est moins grand que cette médiathèque. On se dit, c'est un des endroits les plus importants de l'histoire du XXe siècle, peut-être même de l'histoire tout court, mais c'est pas si grand. Donc lui, si vous voulez, il arrive, il est assis dans les bancs de la presse, il est à moins de 10 mètres de Ernst Kaltenbrunner, la dame en vert là, c'est cette distance-là, quoi. Donc il voit le type qui dirigeait la Gestapo et la SS, et il décrit qu'il est obligé de graver, d'inscrire ses ongles dans le bois des bancs pour se retenir, parce qu'il a envie de sauter pour aller l'étrangler, ou le secouer comme un prunier, et lui dire mais pourquoi tu nous as fait ça? Qu'est-ce qu'on t'avait fait? Pourquoi t'as tué mes parents? Pourquoi t'as tué tous mes amis? Pourquoi tu m'as volé ma jeunesse? C'est bouleversant. Et en termes de neutralité journalistique, évidemment, son témoignage. Est-ce qu'on peut demander à Ernst Michel d'être neutre quand il écrit? Il signe ses articles 10 49 95. C'est son numéro tatoué sur le bras gauche à Auschwitz. Et donc, lui, il doit témoigner. Et il doit témoigner pour les Russes. C'est les Russes qui doivent faire les crimes de l'Est. Donc il est convoqué par le procureur, et il lui pose plein de questions et tout. Et finalement, il ne témoigne pas. Les jours passent, les semaines passent, il ne témoigne pas. Et on finit par lui dire, il ne comprend pas pourquoi, puis on finit par lui dire, désolé, c'est une décision de Staline, on ne veut pas qu'il y ait d'Allemands qui témoignent. Vous imaginez, c'est 6 ans de concentration, vous êtes réduit à votre statut d'Allemand. Mais là où c'est encore plus ironique et peut-être tragique, c'est que en fait, c'est probablement pas vrai. C'est pas parce qu'il est allemand, c'est parce qu'il est juif. Et que pendant la guerre et au début, juste après la guerre, Staline n'a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, Ilya Ehrenburg, qui est un de ses meilleurs amis, qui est le journaliste star soviétique, mais star, vraiment, grosse star, le correspondant vedette de la Pravda, écrivain hyper reconnu, qui est tellement connu que Hitler est allé à la radio personnellement pour dire je veux la tête d'Ilya Ehrenburg, quoi. Et c'est vraiment un ami proche de Staline, un conseiller proche. Je ne sais pas si Staline est des amis, mais vraiment il est proche. Et Ehrenburg a coécrit avec Vassili Grossman le livre noir du fascisme, donc qui est endossé par l'Union soviétique, qui est le premier écrit sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Mais le problème, c'est que très vite, Staline change d'avis sur cette question-là. Parce que pour Staline, c'est la grande guerre patriotique. C'est les soviétiques qui ont gagné la guerre. D'ailleurs, elle est gagnée non pas le 8, mais le 9 mai. À ce jour, les Russes continuent de célébrer le 9 mai. Et c'est le pays des 10 millions de martyrs. Et ces martyrs, ils appartiennent à diverses nationalités de l'URSS. Les nationalités dans l'URSS, ça peut être la nationalité russe, ça peut être la nationalité lituanienne, estonienne, bouriate, ouzbek, juive, ukrainienne, petite russe, c'est-à-dire biélorusse. Mais les juifs sont une des nationalités soviétiques. C'est pas un groupe ethnique, c'est pas un groupe religieux, et hors de question, en fait, de faire remarquer que 90% des victimes sont juives. Et donc, la dimension,
on y revient, la dimension... Donc Ernst Michel ne témoignera pas pour les soviétiques, il en souffrira beaucoup. Et la dimension juive de la Shoah, dont la démonstration aurait dû incomber particulièrement aux soviétiques, puisque c'est eux qui avaient la charge de mener l'accusation pour les crimes de l'Est, et les camps d'extermination sont à l'Est, Belzec, Treblinka, Auschwitz-Birkenau. Les soviétiques n'ont pas fait un grand effort là-dessus. C'était pas leur enjeu. Leur enjeu, c'était de montrer que les Russes avaient perdu globalement 10 millions de personnes. Et ça nous amène un peu, je pense, enfin, sauf si vous avez une autre question, mais sinon ça nous amène à l'autre grand enjeu que vous souleviez tout à l'heure, qui est ce qu'on peut appeler le bras de fer entre l'idéal et la dure réalité de la réelle politique. Et Nuremberg est passionnant, enfin j'espère que vous le pensez aussi comme moi, mais c'est passionnant à plein de niveaux, mais le plus passionnant, c'est, si vous voulez, c'est le lieu de la confrontation entre un idéal, qui est l'idéal de justice avec un J majuscule, et la dure réalité de la justice, enfin la dure réalité de la vie, quoi. C'est-à-dire que la réelle politique, la réalité humaine, ça peut être des conflits de personnes, ça peut être des guéguerres de couloirs, ou alors ça peut être des calculs de politique intérieure comme Staline, ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire tout d'un coup la négation, non pas le négationnisme, mais disons la négation de la dimension juive de la Shoah. Et puis ça peut être des problèmes de géopolitique majeurs. Et de ce point de vue-là, Nuremberg est un cas d'école parce que Nuremberg, en fait, est frappé de plein fouet par la guerre froide. Et en fait, il y a non pas un, mais 2 procès de Nuremberg. Il y en a un qui commence le 20 novembre et qui, en gros, s'achève le 5 mars au soir. Et ce soir-là, à Fulton, aux États-Unis, Churchill prononce le discours de Fulton et dit « Un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe ». Et en fait, le 6 mars, un nouveau procès commence. Et quand vous regardez les archives filmées, qui sont bien filmées ce jour-là, le 6-7 mars, les nazis jubilent dans le box des accusés. Et ils n'ont pas le droit de lire la presse. Mais les avocats, leurs avocats, lisent les journaux comme ça, en tenant le journal très très large. Et on voit sur les images Göring et Ribbentrop qui se penchent pour lire, qui se donnent des coups de coude, qui jubilent, parce que la prophétie d'Hitler va s'accomplir, c'est-à-dire les Soviétiques et les Américains vont s'entretuer, comme l'avait dit le Führer. Donc déjà, voilà, il avait raison. Et deuxièmement, s'ils s'entredéchirent, ils ne seront plus en état de les juger. Et c'est pour ça que les avocats se mettent à jouer la montre. Parce que non seulement ils délayent le jugement, mais ils se disent, plus on délaye le jugement, plus il y a des chances que les juges soient incapables de tenir le tribunal. Et en l'occurrence, ça ne va pas se passer. Parce qu'à Nuremberg, malgré tous les problèmes de géopolitique internationale, il y a une espèce d'union sacrée. Et les juges et les procureurs et les journalistes sont conscients qu'ils ont une mission qui dépasse, enfin une mission historique absolument fondamentale. Et tacitement, d'ailleurs peut-être qu'ils se le disent, mais ils se le disent pas par écrit, mais ils se le disent. Mais tacitement, c'est bon, on laisse nos Washington, Moscou, tout ça, ils peuvent commencer à se tirer dans les pattes. Nous, ici, on a une mission qui est sacrée et on la mènera à bien. Alors, j'aurais peut-être une dernière question. Vous faisiez allusion justement au prochain texte, roman graphique consacré à la vie d'Ernst Michel. Ici, vous pourrez retrouver, pour celles et ceux que ça intéresse, une BD que vous avez co-réalisée, côté écriture. Qu'est-ce que ça apporte justement la dimension graphique par rapport au texte? Parce que visiblement, ça a l'air d'être important pour vous d'alterner ce type. Alors, Jules César, c'est pratico-pratique. C'est que j'ai fait une série documentaire où j'ai suivi les traces de Jules César et je trouvais ça intéressant de faire de la vulgarisation, c'est-à-dire notamment d'atteindre les plus jeunes, leur faire un peu revivre autre chose que Astérix ou Alix, en gros, d'être un peu à mi-chemin. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une connexion secrète entre César et Nuremberg que personne ne connaît. Et quand je suis allé interviewer Lawrence Douglas, qui est le plus grand spécialiste mondial en gros de l'histoire du droit international, il ne le savait pas, donc j'étais assez fier de moi. Parce que dans le documentaire, le documentaire que j'ai fait à la base à partir de ce livre, il y a Sylvie Lindenberg, Lawrence Douglas, Philip Sands, le très grand historien et juriste qui a écrit ce livre admirable qui s'appelle Retour à Lemberg. On devait en parler, mais on n'en a pas parlé, sur la différence entre génocide et crime contre l'humanité. On peut en parler après. Mais voilà, il y a des grands spécialistes, et notamment Lawrence Douglas. Et il ne savait pas ça, donc j'étais assez fier de le lui apprendre. Et je vous le dis à vous. En fait, donc, le crime contre l'humanité est né en tant que concept juridique à Nuremberg. Mais la première occurrence écrite du terme, c'est Pline l'Ancien, pour décrire l'action de Jules César pendant la guerre des Gaules.
Et il dit, voilà, César a conquis 87 tribus, bon, je ne suis plus sûr des chiffres, mais a tué 1 million de Gaulois, on a mis un autre million en esclavage, il a pillé dans les temples 15 millions de sesterces, etc. Et le paragraphe continue, et il dit, si l'on peut se tirer une gloire d'un tel crime commis contre l'humanité. C'est verbatim. Première chose. Deuxième chose, César lui-même a commis, alors il n'emploie pas le terme, mais donc le terme de génocide est un néologisme créé par Raphaël Lemkin, qui est un néologisme gréco-latin. Géno, ça veut dire peuple, et sido, ça veut dire tuer. Donc c'est un néologisme qui veut dire tuer un peuple. Et Lemkin sera d'ailleurs présent à Nuremberg et essaiera de pousser son concept, on va peut-être y revenir. Mais par contre, l'action de génocide, César s'en vante. Et César a commis le premier génocide de l'histoire réclamé comme tel. Alors, ironie de l'histoire, contre un peuple germanique, enfin 2 peuples qui s'appellent les Usipètes et les Tenctères. Et ces 2 peuples traversent le Rhin. César leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de traverser. César est aussi l'inventeur de la frontière entre la Gaule et la Germanie, donc la France et l'Allemagne, qui est le Rhin. Et il a dit au peuple germanique, vous ne traversez pas. Ces 2 petits peuples traversent, il les extermine en une journée, et il écrit dans la guerre des Gaules, c'est lui qui écrit « Je les tuais tous, je les passais tous par le fil de l'épée, hommes, femmes, enfants, vieillards. Ceux qui fuyaient dans le fleuve, je m'assurais qu'ils furent noyés, de telle sorte que le soir, le peuple était effacé de la surface de leur terre, et leur nom était effacé de l'histoire. » Et cette formule précise, leur nom était effacé de l'histoire. Vous êtes vraiment dans la définition technique de ce qu'est un génocide. Et donc voilà, donc c'est les deux connexions avec Nuremberg qui sont intéressantes. Alors évidemment, la différence, c'est que on ne peut pas juger un homme d'il y a 2000 ans comme un homme du XXe siècle. Et qu'il n'avait pas forcément conscience le droit n'était pas le même, l'humanisme n'était pas le même. Alors qu'évidemment, à Nuremberg, les crimes sont jugés. Et peut-être je peux en parler en une seconde. Donc, Nuremberg, il y a 4 chefs d'accusation. Il y a le premier chef d'accusation qui est le complot, que personne ne comprend. C'est un chef d'accusation américain qui est employé aux États-Unis contre la mafia, contre Al Capone. Ça correspond au chef d'accusation, un peu ces associations de malfaiteurs à visée terroriste. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs moderne, hein, ça a 10 ans, 15 ans. En 1945, personne ne comprend ce que ça veut dire, le complot, sauf les Américains. Et d'ailleurs, ça sera un peu un échec. Le deuxième acte d'accusation, c'est la guerre d'agression. Et ça, c'est le cœur du procès de Nuremberg. Le procès est vraiment créé pour juger la guerre d'agression, qui est rendue illégale par le procès, en s'appuyant sur des précédents un peu flous, mais la guerre le rend illégal. Et, Vladimir Poutine n'est pas au courant, mais c'est illégal dans le monde de geler une frontière. Et le troisième chef d'accusation, c'est le crime de guerre, qui existe plus ou moins, mais qui est formalisé à Nuremberg. Et le quatrième est totalement nouveau, et c'est le crime contre l'humanité. Et avec ses corollaires dont on parlait au début, qui est d'une part le droit d'ingérence, c'est-à-dire le fait d'avoir le droit d'aller le juger partout. Deuxièmement, et ça c'est fondamental, la responsabilité individuelle des dirigeants que va établir Nuremberg. C'est-à-dire, si vous êtes colonel, vous ne pouvez pas dire « c'était pas bien de les tuer, mais j'ai obéi au général ». Et le général ne peut pas dire « j'ai obéi au ministre ». Et le ministre ne peut pas dire « j'ai obéi au Führer ». Vous êtes individuellement responsable des crimes que vous commettez, et vous êtes individuellement responsable des crimes que vous ordonnez. Vous êtes personnellement responsable. Ça, c'est une révolution juridique. Donc, le droit d'ingérence, le côté non souverain des frontières en cas de crime, la responsabilité individuelle des dirigeants, et le crime contre l'humanité, y compris dans sa dimension rétroactive. Normalement, vous n'avez jamais le droit d'accuser quelqu'un d'un crime qui n'existait pas au moment où il l'a commis. Et là, on considère que le crime est tellement absolu, tellement universel, qu'il est imprescriptible. C'est-à-dire que c'est imprescriptible. Aujourd'hui, si on trouvait un nazi encore en vie en Argentine ou je ne sais où, qu'il avait commis, on pourrait le juger encore aujourd'hui. Il n'y a pas de prescription. C'est pas comme si vous avez braqué une banque ou je sais pas quoi. Et il est universel. Et donc, il y a ce crime-là. Et il y a un autre crime qui émerge au même moment, qui est celui de génocide. Et ça, c'est Philippe Sands qui le raconte admirablement bien. Si le sujet vous intéresse, vraiment, il faut lire Retour à Lemberg. Lemberg, c'est une ville autrichienne, qui à l'époque d'ailleurs est polonaise, qui va devenir russe et qui maintenant est ukrainienne, et c'est Lviv. Mais à l'époque, c'est Lemberg. Et Lemberg, donc, c'est une ville autrichienne, et dont le gouverneur d'ailleurs est le baron von Sacher-Masoch, le père de l'inventeur du masochisme.
pour la petite histoire. Je dis ça parce qu'il y a une grande statue du masochisme. J'étais à Lviv l'autre jour et il y avait une grande statue du masochisme. Et Philippe Sands note ce fait incroyable. Bon, il y a ses grands-parents qui vivent dans un pâté de maison. Le pâté de maison à côté, il y a Raphaël Lemkin, qui est ce juriste juif qui va immigrer aux États-Unis et inventer le terme de génocide et inventer la notion juridique de génocide. Et qui va arriver à Nuremberg comme conseiller dans l'équipe américaine. Et à un autre pâté de maison, il y a Ernst Lauterpacht, qui était aussi un juriste juif, et qui lui va aller en Angleterre, va devenir un très grand professeur de droit à Cambridge, et lui va être l'un des principaux conseillers de l'équipe anglaise. Donc le procès de Nuremberg est négocié à Londres, c'est la charte de Londres, et c'est le crime contre l'humanité qui va l'emporter en termes de vision du droit. Et Lauterpacht était assez contre Lemkin. Déjà, il pensait que c'était un peu un exalté, d'une part, il ne s'appréciait pas, mais d'autre part, il va dire, attention, les nazis ont commis un crime abominable en tuant les gens du simple fait qu'ils étaient juifs, c'est-à-dire sans aucun jugement de qui ils étaient, ne jugeons pas de la même manière. Et Lauterpacht dit, et je trouve que c'est une position tout à fait audible à l'heure actuelle, j'en parle parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à Gaza, tout ça, il y a tout un débat autour de ça. C'est pas, entre guillemets, mieux comme crime, génocide. D'ailleurs, ils ont la même valeur juridique. Ils sont tous les deux imprescriptibles et universels. Donc ils ont exactement la même valeur juridique. Mais la position de Lauterpacht, c'est de dire, ce n'est pas un groupe, c'est une somme d'individus. Chaque homicide, c'est un être humain qu'on tue. Il a un prénom, il a un papa, une maman, des enfants. Et quand vous tuez des centaines ou des millions de gens, ça n'est qu'une somme d'homicides individuels. Ce sont des milliers ou des millions d'homicides individuels. Alors que le génocide, donc, c'est la position inverse. C'est de dire il y a une gravité politique supérieure, enfin en tout cas différente, parce qu'ils sont tués à cause de leur appartenance politico-ethnique. Et donc ces deux conceptions du crime absolu, j'allais dire, du crime de masse, s'affrontent. À Nuremberg, c'est le crime contre l'humanité qui est l'accusation officielle. Et je pourrais finir en disant deux choses. Pour revenir à votre question du début, c'est un procès juste, notamment parce qu'il y a des avocats qui défendent leurs clients bec et ongles, même s'ils sont horripilants parfois. Mais c'est aussi un procès juste parce qu'à la fureur d'une Madeleine Jacob, à la fureur de beaucoup de monde, 3 des accusés vont être acquittés, et ils sont libérés sur le champ, dans la demi-heure. Alors que c'est d'horribles nazis. Pourquoi est-ce qu'ils sont acquittés ? Ils sont acquittés parce que dans le système accusatoire anglo-saxon, c'est au procureur de prouver votre culpabilité individuelle, vous, pas votre voisin sur le box des accusés, vous personnellement, pour les crimes qui sont les crimes de l'acte d'accusation. Et du coup, il y en a 3. Il y a von Papen, qu'on appelle le vieux renard, qui est un vieil homme très beau, très bien habillé, voilà, qui était chancelier. C'est lui qui a confié l'Allemagne à Hitler, qui a amené Hitler au pouvoir. Donc il est très compromis, si vous voulez. Mais après, il s'est brouillé tout de suite avec les nazis. Donc il n'a pas fait de guerre d'agression, il n'a pas fait de crime contre l'humanité, il n'a pas fait de complot. Donc lui, il est acquitté. Il y a Hjalmar Schacht, qui est une crapule de grand calibre, qui est le banquier du nazisme, qui a financé le nazisme. Donc voilà, il est coupable moralement, mais concrètement, il a tué personne. Donc il est acquitté. Et il y a le troisième larron dont je parlais au début, celui qui est un peu un guignol, qui est là, qui sait même pas pourquoi il est là, et qui est en gros qui est speaker à la radio. Donc il a dit vive Hitler à la radio à longueur de temps. Mais si vous voulez, il n'a pas commis de crime, donc il est acquitté. Et c'est très important ça, parce que ça a rendu les gens furieux, mais quand même, c'est la preuve d'un procès juste. Donc c'est important. Et juste pour finir sur le génocide, donc le génocide n'est pas officiellement à Nuremberg, d'abord à cause de cette rivalité, disons, intellectuelle entre Lauterpacht et Lemkin, aussi parce que, évidemment, les soviétiques ont dit non tout de suite, parce que quand vous êtes Staline, qu'on vous explique qu'on va faire un crime qui est de tuer tout un peuple, alors que vous venez d'essayer de tuer tous les Ukrainiens pendant tout le Holodomor, pendant 10 ans, vous avez organisé la famine, vous en avez tué des millions, vous êtes là, oui, non, ça c'est un peu surfait. Hein ? Donc vous en avez aucune envie. Et il n'y a pas que le Holodomor, il a fait la même chose avec certains peuples, les Tchétchènes, enfin les peuples dans ce coin-là, dans le Caucase. Donc voilà, et bon. Mais, et puis il y a toute cette question de la dimension spécifiquement juive du procès de Nuremberg. Enfin, de la prise de conscience de la dimension spécifiquement juive des crimes nazis, plus précisément.
c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent l'Holocauste, et que nous, depuis Claude Lanzmann, on appelle la Shoah. Et donc, la question du génocide, mais c'est quand même là. Et certains procureurs, notamment Champetier-Dribes, dont je parlais, le procureur français, dans son réquisitoire final, emploie à dessein 2 fois le terme, 2 fois de suite, à 3 minutes d'intervalle, pour qu'il soit dans les minutes du procès, pour qu'il soit dans les verbatims, parce qu'il a compris comment fonctionnait le droit anglo-saxon, qui est un droit jurisprudentiel. Donc quand quelque chose est prononcé dans un procès, il rentre dans la jurisprudence. Et à raison, puisque pas plus tard que 2 ans plus tard, 2 ans après, il y a donc la charte de Chaillot à Paris, la charte du Trocadéro, qui est une convention de l'ONU, la convention de Chaillot, et qui crée le crime de génocide. Et dans l'introduction, on dit ce crime de génocide tel que défini dans la continuité de ce qui a été entendu aux audiences du procès de Nuremberg. Donc, Nuremberg est aussi le lieu de naissance, quand même, de la notion juridique de génocide. Si vous êtes d'accord, on va terminer sur quelques mots de votre texte, puisque l'heure est finie, que l'heure est venue de se séparer temporairement, mais enfin, vous allez être livré à la foule pour quelques dédicaces. J'ai envie de laisser donc la parole à ces derniers mots, à la manière dont les uns et les autres se séparent en octobre 1948, et en particulier on va retrouver Rey Daddario. Les reporters ne se saluaient qu'avec nonchalance, entre 2 portes, sans y mettre aucune forme. Il y aurait forcément un autre drame, pour se recroiser bientôt, une insurrection, une révolution ou un accident d'avion. Si sincère soit-elle, l'amitié qui opère dans l'instant, presque par magie, par-dessus les différences de langue et les opinions politiques, se dissout aussi vite qu'elle est née, a déclaré Didier Lazare à haute voix, avec une fausse naïveté. On s'est échangé quelques vagues promesses de visite et de retrouvailles en vacances, mais personne n'y croyait vraiment. Sur ces paroles, David a compris qu'il était temps de fermer le bar et d'éteindre la lumière. C'est seulement le surlendemain, face au convoi des soviétiques, que Rey Daddario s'est senti les yeux humides. Boris Polevoy était déjà rentré depuis plusieurs semaines à Moscou, où il s'apprêtait à publier ce roman qu'il avait fiévreusement rédigé dans sa chambre, la nuit, pour conjurer les horreurs du prétoire. Les Victor Tchoumin et Evgeny Kaldey ont fermé la marche. Rey et Fred Ton les ont accompagnés dans leur jeep jusqu'à l'aéroport pour prendre leur avion jusqu'à Berlin. Evgeny a laissé Victor grimper le premier sur la passerelle. Et le photographe leur a souri de là-haut, dressant le poing pour proclamer « No pasaran » avec un grand sourire narquois. Puis Evgeny a serré Rey dans ses bras et s'est mis à pleurer. « À bientôt, mon frère », lui a murmuré Rey. « Non, il n'y aura pas de bientôt. C'est un adieu, Tovarich. » Alors ici, ce n'est jamais un adieu. Et on a compris qu'on allait vous retrouver bientôt. Juste un mot, parce qu'on ne lit jamais ce passage d'habitude. C'est très émouvant pour moi pour 2 raisons. D'abord, parce que là, effectivement, j'avoue que en fait, c'est moi qui écris. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu ça. Quand vous dites au revoir à des journalistes, à des reporters qui sont vos amis, parfois très intenses, parfois brièvement, vous ne savez pas quand vous allez vous voir et vous ne savez pas qui aurait été tué entre-temps. Et c'est ce qu'ils éprouvent là. Et donc ça, c'est très personnel, le début du passage, donc je vous remercie de l'avoir lu. La fin, c'est très poignant. Kaldey, on n'en a pas parlé, c'est un personnage mineur du livre, c'est un immense photographe, c'est lui qui prend la photo sur le Reichstag avec le drapeau. Et il est juif lui aussi, justement. Et lui, il a très bien compris que la guerre froide allait fermer les frontières, qu'il allait plus jamais revoir les gens de l'Ouest. Et il a aussi l'intuition très forte que lui, parce qu'il est juif, sa carrière de reporter star, parce que c'est le photographe star de la Pravda, elle est terminée. Et il retourne à Moscou, parce qu'on retourne à Moscou quand on est soviétique, mais en fait, il sait que c'est fini. Et d'ailleurs, il disparaîtra de l'histoire, il finira dans la pauvreté et l'anonymat total. Il a pris la photo la plus connue de la Seconde Guerre mondiale. Merci infiniment, Alfred de Montesquieu. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.